qu'il soit aussi, mais la probabilité pour qu'il le soit aussi est 10, c'est faible. Ça va dépendre de sa position et de ce type de réseau. Donc, le switch 1, il peut être le root bridge pour le VLAN 20 dans Spanning Tree et il peut être le non-root bridge pour le VLAN 10 dans Spanning Tree. Maintenant, le switch 2, lui, il peut être le root bridge pour le VLAN 10 dans Spanning Tree et être le non-root bridge pour le VLAN 20 dans Spanning Tree. C'est comme ça. Donc, un port qui est root port, il peut être le root port pour le Spanning Tree d'un VLAN et ne pas être le root, et être un port bloqué pour le Spanning Tree d'un autre VLAN. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà pour le PVST. Après le PVST, on a le Rapid Spanning Tree, le RSTP. Le RSTP, c'est quoi? Rapid Spanning Tree, c'est un type de Spanning Tree qui est utilisé pour, comment on appelle, pour accélérer le temps de convergence. D'accord? Pour accélérer le temps de convergence. Avec Rapid Spanning Tree, le temps de convergence total de Spanning Tree va quitter 52 secondes et c'est réduit jusqu'à 6 secondes. Ce qui veut dire que quoi? Lorsque vous avez Rapid Spanning Tree dans votre réseau, d'accord, le temps de convergence sera 6 secondes au lieu de 52 secondes. C'est rapide. C'est pour ça qu'on appelle ça RSTP. D'accord. Et maintenant, l'opération, c'est un peu comme le CST, le Command Spanning Tree. Donc, quand vous avez RSTP, donc ça veut dire que la seule instance de Spanning Tree est utilisée pour gérer tous les VLAN. Maintenant, est-ce que vous voulez gérer une version de RSTP, une version de Spanning Tree rapide aussi, mais pour chaque VLAN, vous voulez maintenir une Spanning Tree rapide, d'accord, pour chaque VLAN que vous avez sur votre switch. Là, vous allez pour le Spanning Tree qu'on appelle le Rapid PVST, le Rapid VLAN Spanning Tree. On est d'accord? Maintenant, on a un type de Spanning Tree, ce qu'on appelle aussi le MST, le Multiple Spanning Tree. Le Multiple Spanning Tree, c'est un type de Spanning Tree qui est utilisé dans des réseaux complexes, dans des réseaux de Spanning Tree complexes. Et cela, c'est hors de le traitement de ça et l'explication hors du scope de cette session. Ce sera pour les prochaines sessions à venir. Maintenant, après le type de Spanning Tree, on a l'opération de changement de topologie. Parce qu'on a parlé de convergence, ce qui veut dire que quoi? Spanning Tree converge. Les réseaux Spanning Tree convergent. Maintenant, qu'est-ce qui déclenche la convergence? Qu'est-ce qui déclenche le changement de topologie dans Spanning Tree? D'accord. Donc, il y a différents types de changements de topologie. D'accord. Maintenant, ces changements de topologie-là ne sont pas à traiter dans cette session. Donc, ce sera pour des sessions à venir. Ce que vous devez comprendre, c'est que quoi? Lorsqu'il y a changement de topologie dans Spanning, ce changement de topologie doit être signalé et notifié au root bridge. Imaginez par exemple qu'au niveau du switch 3, ici, on a au niveau du switch 3 ici, qu'un utilisateur qui est connecté à un port de switch 3, peut-être il y a un problème. Lorsqu'un problème quelconque arrive au niveau d'un port, d'un switch, on est d'accord, et que ce problème-là amène le switch à ne plus recevoir des PPDU ou bien à ne plus avoir qu'on appelle la synchronisation, on est d'accord, de Spanning Tree. Donc, ça va l'amener à faire quoi? À déclencher le message de notification pour dire que quoi? Il y a un problème dans Spanning Tree. Donc, il y a changement de topologie. Donc, il faut que eux tous maintenant reconvergent pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir recalculer le Spanning Tree pour savoir si est-ce que les rôles des ports et les rôles des switches seront toujours les mêmes ou pas. Et lorsqu'il y a changement de topologie, le message de notification que le switch 3 va envoyer à travers son port F00 vers le switch 1 sera quoi? Sera le message TCL. Donc, le message TCL, c'est un message de changement de topologie. Donc, ça permet de notifier un changement de topologie dans le réseau. Et ce message n'est reçu uniquement que par le root bridge. Donc, si tu n'as pas un root bridge et que tu vois ce message-là, tu reçois ça, tu vas relayer ça jusqu'à ce que ça atteigne le root bridge. Maintenant, lorsque le root bridge reçoit le message, par exemple, du switch 1, lorsque le switch 1 va recevoir le message du switch 3 à travers le port F10, donc il faut qu'il signale cette notification aussi aux autres, ce schéma de topologie, aux autres switches auxquels il est connecté. Donc, il va maintenant relayer cette notification à travers un autre type de message qu'on appelle le configuration PPDU. Donc, le configuration PPDU, c'est un message que le switch 1 ici
va faire sortir à travers son port F00 pour notifier au switch 2 de quoi? Du changement de topologie qui s'est produit au niveau du switch 3. Et lorsqu'il y a changement de topologie dans un réseau spanning tree, il y a beaucoup de choses qui sont, qu'on appelle, il y a beaucoup de choses qui se passent. Comme par exemple la réduction du temps de délai, la réduction qu'on appelle du temps des entrées dans la table MAC adresse de switch. Il y a ça, tout et tout. D'accord. Donc, voilà les deux types de messages que vous devez comprendre pour qu'on appelle le scope de cette session. Maintenant, une fois que on sait déjà maintenant une brève idée, on sait déjà comment l'opération spanning tree fonctionne, comment l'opération se procède. Maintenant, on va voir maintenant quelles sont les différentes attaques qui peuvent être menées dans ce type de réseau. Les topologies spanning tree peuvent subir des modifications. D'accord. Et ces modifications, s'il y a des vulnérabilités dans l'opération de spanning tree que les pirates, que les attaquants peuvent utiliser pour pouvoir modifier la topologie et qu'on appelle créer des réseaux de victimes d'attaque, ce qu'on appelle des botnets. Un botnet, c'est un réseau d'ordinateurs qui sont infectés par l'attaquant et dont l'attaquant va utiliser ces réseaux-là pour pouvoir accéder ou bien pour pouvoir créer des dégâts ou bien pour pouvoir infecter d'autres PC dans le réseau. On est d'accord? Donc, le pirate peut tirer parti des vulnérabilités dans l'opération de spanning tree pour pouvoir gagner l'accès à des ressources. Maintenant, quelles sont les différentes attaques qui peuvent lui amener à modifier le réseau spanning tree? Il y a deux types d'attaques courantes qu'il faut savoir. Il y a le root bridge takeover. Le root bridge takeover, c'est une attaque d'usurpation de root bridge. Donc, ça permet à l'attaquant de se positionner dans le réseau spanning tree et d'amener tous les switches qui existent déjà dans le réseau à le choisir lui en tant que à choisir lui son système ou son switch en tant que le root bridge. Et on sait déjà le rôle important que joue le root bridge dans le réseau spanning tree. Le rôle c'est de centraliser toutes les communications. Ce qui veut dire que lorsque ce genre d'attaque est réussi, ça va donner l'opportunité aux pirates de se positionner au beau milieu des communications. Et toutes les communications dans le réseau spanning tree seront convergées vers lui. Et ça va créer des chaos dans le réseau. Donc, du coup, ça va devenir l'attaque de l'homme de milieu. Donc, du coup, le root bridge takeover, comment sécuriser le root bridge takeover? Maintenant, après ça, il y a le BPDU, le déni de service BPDU. Le déni de service BPDU, c'est une attaque, d'accord, par laquelle l'attaquant modifie le réseau spanning tree également en inondant. Il inonde le réseau spanning tree avec des messages TCL, des messages qui notifient le réseau que quoi, il y a changement de topologie, alors qu'en réalité, il n'y a pas de changement. Mais lorsque le root bridge va recevoir ce message TCL, le root bridge va amener tous les switches du réseau à reconverger. Donc, ils vont recalculer le réseau spanning tree et maintenant redessiner l'architecture et les rôles des ports et des switches. Donc, cela va donner l'opportunité, en accord à l'attaquant, de se positionner aussi au beau milieu de la communication. Ou bien l'opportunité à l'attaquant de se faire quoi? De se faire élire par les switches en tant que le root bridge ou bien le root racine. Donc, ces différentes attaques, on appelle ces deux types d'attaques courantes là, comment on peut les mitiguer, comment on peut les atténuer, comment on peut les empêcher. Voilà. Donc, les contre-mesures contre les attaques, d'accord, contre les deux types d'attaques, qu'on appelle le root bridge takeover, attaque par usurpation du root bridge, et aussi l'attaque par délit de service BPDU. Il y a la technique de sécurité qu'on appelle le root guard. Le root guard, c'est une technique de sécurité qui a été mise en place par Cisco, d'accord,
Et cette technique de sécurité est utilisée pour empêcher les attaques de prise de contrôle du switch root bridge, qu'on appelle l'attaque de mitigation ou bien d'atténuation des attaques de takeover. Maintenant, voilà voici comment ça fonctionne. Vous savez, lorsqu'un root bridge est élu, on est d'accord, nous procédons à activer le root guard sur tous les switches. C'est-à-dire que même le switch root bridge aussi, on active root guard sur lui. Pour amener les switches du réseau à comprendre que quoi, vous avez déjà élu un root bridge. Donc, il n'est plus question que vous changez votre avis après sur le commutateur ou bien le switch que vous avez choisi en tant que votre maître, en tant que votre master. Voilà. Donc, lorsque le root bridge est élu et que le root guard est activé sur les switches, on est d'accord, l'attaquant génère lui son BPDU et il s'assure que quoi, que son BPDU a une priorité la plus basse possible. Il lance ça dans le réseau. Maintenant, lorsqu'il lance ça dans le réseau avec un root guard activé, donc les utilisateurs, les switches du réseau vont recevoir ce BPDU là et ils verront que dans ce BPDU, il y a quoi? Il y a une priorité qui prétend être supérieure ou bien meilleure que la priorité du root bridge qu'ils ont déjà choisi. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, qu'ils constatent que c'est un BPDU qui prétend être supérieur. Donc, qu'est-ce que le root guard fait? Le root guard, il désactive, c'est-à-dire qu'il supprime le message BPDU que l'attaquant a envoyé. Et il fait quoi maintenant? Et il met le port là à un état d'incohérence qu'on appelle le root inconsistency state. Lorsqu'un port est mis à un état d'incohérence sur le switch par root guard, aucune communication n'est possible à travers le port. Donc, le port sera, quand le port va reprendre opération, le port va regagner son rôle en tant que port pour le port désigné lorsque le port va cesser de recevoir le BPDU de l'attaquant qui prétend être supérieur et meilleur. On est d'accord. Maintenant, comment configurer le root guard? On le configure avec la commande spanetry guard root sur le switch et on vérifie avec show inconsistent port spanetry. Maintenant, après ça, il y a aussi le BPDU guard. Donc, le BPDU guard, c'est aussi un port, c'est aussi une technique de sécurité de couche 2 qui permet d'empêcher un switch de recevoir un BPDU sur un port qui n'est pas censé recevoir un BPDU. Donc, il empêche la réception du BPDU sur le port qui n'est pas censé recevoir le BPDU. Donc, c'est aussi utilisé pour empêcher les attaques par inondation de BPDU. On avait dit que attaque par déni de service BPDU est utilisé lorsque le pirate inonde le réseau Spanetry avec beaucoup de messages TCN. D'accord. Et ce message TCN là, c'est un message BPDU aussi. Donc, on peut configurer le BPDU guard sur tous les ports de switch de manière à empêcher les ports de ce switch là de recevoir des messages BPDU qui pourront causer des ennuis, d'accord, ou bien qui pourront créer un dysfonctionnement dans le système Spanetry. Ça peut aller. Donc, allô? Allô? Donc, voilà ce que le BPDU guard peut nous aider à mitiguer. Donc, root guard et BPDU guard peuvent nous aider dans un réseau Spanetry à mitiguer les attaques contre le réseau Spanetry. D'accord. Donc, et ces attaques-là vont créer des dysfonctionnements pour le réseau Spanetry et vont donner l'opportunité à l'attaquant de pouvoir se placer au milieu de la communication et de gagner l'accès à des ressources du réseau. Donc, comment configurer le BPDU guard? On le configure avec la commande Spanetry BPDU guard enable sur les ports où on peut l'activer globalement avec Spanetry port fast BPDU guard default.
Lorsqu'on applique la commande span tree postfast BPTUGAD default sur tous les switches en mode global, donc cette commande amène BPTUGAD à être configuré, d'accord, à être activé sur tous les ports de ces switches. Donc, et comment on peut vérifier lorsque BPTUGAD est en fonctionnement, en opération, est activé réellement? On met la commande show span tree interface detail. Donc, show span tree summary. Donc, voilà un peu ça. Donc, voilà un peu la fin de ce chapitre en ce qui concerne les mécanismes de protection de réseau span tree. Maintenant, ce qui suit maintenant, c'est la configuration. Donc, nous allons mettre les commandes là en configuration et vous allez voir comment ça se configure sur un switch. Donc, nous allons procéder à la configuration de rootguard et de BPTUGAD. Nous allons voir aussi comment SpanTree fonctionne. Ici, déjà, j'ai trois switches allumés, comme nous avons vu dans l'architecture que nous avons utilisé pour expliquer l'opération de SpanTree. Donc, nous avons le switch 1, le switch 2, le switch 3. Donc, nous allons maintenant. SpanTree est déjà activé, ce sont des switches Cisco. D'accord, qui fonctionnent sur des images iOS. Je vais voir un instant. Donc, nous serons de retour pour voir dans une autre vidéo la configuration de SpanTree, de rootguard et de BPTUGAD. Merci. Alors.